S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello et bienvenue pour ce 26e épisode du podcast Tennis Légende. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui notre premier préparateur physique au micro, et pas n'importe lequel. C'est une figure incontournable à la Fédé depuis près de 20 ans, avec un court crochet de 3 saisons en Ligue 1 pour un beau challenge sportif avec le club de Strasbourg. Notre invité a vu passer l'intégralité du tennis français ces 30 dernières années. Enfin, vu passer, il a surtout dû leur en faire sacrément baver pour les tailler dans le rocher et façonner leur corps pour rendre ses joueurs et toutes ses joueuses les plus compétitifs possibles. Il s'agit de Paul Quétin, encore un invité qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune, toujours au bord du court, généralement au soleil, à enchaîner les accolades suite aux victoires de ses poulains. On a d'ailleurs eu un excellent passage sur le match mythique Mahut-Isner, puisque Paul était prépa physique de Nico à cette époque en 2010. Il revient pour nous sur l'émotion vécue d'une part, et sur la manière d'échauffer un joueur à bout de force avant de revenir sur le court 18, à 58 jeux partout d'un 5e set historique. Notre invité nous confie une anecdote qui s'est produite le soir même de ce match et que sûrement 99,9% des fans du circuit ne doivent pas connaître. Surprise. On a parlé des meilleurs prépas physiques du circuit qui inspirent Paul Quétin, comme Pierre Paganini qui forme un duo à succès depuis des années avec Roger, ou encore Matt Little et Andy Murray, et Jess Green qui est à la Fédé américaine. Si tu es joueur de club et que tu fais de la compète, tu as de la chance puisqu'à travers cet échange, tu vas recevoir quelques conseils préventifs pour te renforcer tout en évitant les blessures. Puis Paul termine par nous partager son plus gros regret de carrière, sa plus grande satisfaction, et enfin sa définition de la richesse, entre autres. Cette semaine, et pour une série de 5 épisodes, nous sommes hyper heureux de vous annoncer que le podcast vous est proposé en partenariat avec Yonex. Nous avons choisi de nous associer avec cet acteur historique du circuit pro, puisque la marque Nippon, qui a créé sa toute première raquette il y a plus d'un demi-siècle, accompagne aujourd'hui quelques pépites de l'ATP et de la WTA, que sont Stan Wawrinka et Naomi Osaka, mais aussi Kyrgios, Shapovalov, l'allemande Angelique Kerber, l'étoile montante finlandaise Casper Ruud ou encore les Frenchies Pierre Hugerbert et Fiona Ferro. Yonex est à la pointe de l'innovation grâce à l'utilisation de matériaux de la plus haute qualité pour des raquettes made in Japan fabriquées dans ses propres usines. C'est donc la garantie de jouer l'acier et d'avoir du matos stylé en bonne légende qui se respecte. Si vous avez 4 secondes et demie et que vous voulez changer notre vie, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et nous motive à vous régaler chaque semaine. La connexion saute et déconne légèrement, parfois on peut croire que je suis un peu stone, mais rassurez-vous, le contrôle antidopage n'a rien montré du tout. Et c'est sur cette excellente blagounette qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle découverte et une bonne écoute à tous. Timing parfait. Paul, tu es originaire de Niort, entre Poitiers et La Rochelle. Tu as une licence de STAPS, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Ensuite, tu es parti à... Non, c'est pas ça ? Vas-y. Ouais. J'ai ma licence à Poitiers, mais après je suis parti à Dijon. J'ai fait ma licence à Poitiers, qui était une licence STAPS classique. Ouais. Après, je suis parti à Dijon pour faire à l'époque, c'était une maîtrise, maintenant c'est un Master 1. C'était une maîtrise entraînement sportif et haute performance. Pourquoi Dijon ? Parce que là-bas, c'était d'abord un fief du tennis, et puis il y avait un certain Gilles Cometti. Alors pour toi, je ne sais pas si ça te parle, mais pour tous ceux qui sont dans l'entraînement physique, Gilles Cometti, c'est un maître en matière de préparation physique. C'était un des grands penseurs français de l'entraînement physique. C'est un de ceux qui a un peu révolutionné l'entraînement physique. Il était prof à l'UFR STAPS de Dijon. Donc, il y a beaucoup de préparateurs physiques dans le foot qui viennent de Dijon, parce que c'est un des centres névralgiques de la préparation physique en France. D'accord. Donc, voilà, je suis parti à Dijon pour faire mon master 1 en STAPS. Et effectivement, après, je suis venu faire un DEA. Ça s'appelait comme ça, diplôme d'études approfondies. C'est l'équivalent d'un master 2 à l'INSEP. Voilà. Très bien. À côté de ça, tu étais joueur seconde série, c'est ça ? Tu étais classé combien au meilleur ? J'étais à 3-6. Tu as passé le BE1 et le BE2 à l'époque, quand ça s'appelait comme ça. Exact. Et quand tu es arrivé à l'INSEP, la Fédé cherchait un entraîneur adjoint au tennis et tu as hérité d'un groupe dont faisait partie Fabrice Santoro qui avait 14 ans. Jusque-là, on est bon ?
Oui, en fait, il y avait. Je te donne juste puisque tu parles de ça, c'est très étonnant parce que la catégorie d'âge qui était à l'INSEP, c'était les 72 et les 73. Donc, dans les 72, oui, il y a Fabrice Santoro, Sébastien Hett, qui est ensuite venu travailler à la fédération, Cédric Lenoir, qui est entraîneur aussi maintenant du côté de Lyon, des gars comme ça. Et puis, dans les 73, Charles Offray, ça doit te dire quelque chose, Charles Offray qui a créé le truc. Pierre-Olivier Citon, qui est ostéopathe à Roland-Garros. D'accord. Et dans les 72, il y avait un certain Nicolas Perrotte aussi. Nicolas Perrotte, qui est l'entraîneur physique de l'équipe de Coupe Davis du Canada et qui a été entraîneur physique à la fédération pendant longtemps. Tu vois, Nicolas Perrotte, ça te dit quelque chose? Il s'occupe de Félix Auger-Aliassime aujourd'hui. Ah, très bien. Et il y avait aussi dans les 72 Guillaume Marx, qui est l'entraîneur de Félix Auger-Aliassime et qui est entraîneur de l'équipe de Coupe Davis du Canada. Tu vois, ce groupe des 72-73, c'est un groupe, c'est assez étonnant de penser à ça. Voilà, je te coupe, mais tu parles d'anecdotes et de trucs. Donc ce groupe-là, moi j'étais effectivement entraîneur adjoint, mais c'était ma première expérience au sein de la fédération. Ok, très bien. Tu fais bien d'ajouter. Ouais. C'était en 87 donc, et tu as commencé comme entraîneur de tennis. Exactement. Tu as continué d'étudier, a priori, à ce moment-là, et de valider les concours de professorat d'EPS et de sport. Ouais. C'est bien. Pourquoi avoir continué à faire tes études en parallèle? Écoute, tu sais, à la fédération, en fait, le CAPES, je l'ai passé en candidat libre. Je préparais le professorat de sport. Le professorat de sport, je ne sais pas si tu sais un peu la différence entre les deux. Je t'explique en 2 mots. Prof de PS, c'est éducation nationale, c'est pour travailler en établissement scolaire. Prof de sport, c'est la même chose, sauf que tu es au ministère des Sports, c'est pour être cadre technique. Et donc, à l'INSEP, il y avait une formation d'1 an et demi pour devenir prof de sport. Je me suis inscrit à cette formation tout en étant entraîneur. Et puis, pour préparer les écrits, je me suis inscrit aux écrits du CAPES. Et je me suis retrouvé admissible. Donc, j'ai eu mon CAPES. Et en fait, pourquoi je passais ces concours-là, c'est que pour rentrer à la fédération comme entraîneur physique, on avait la chance, ceux qui avaient un cursus universitaire, les anciens joueurs, ils ne pouvaient pas faire ça parce que ils n'avaient pas, il faut une licence en STAPS minimum. Celui qui avait été sur le circuit, il pouvait pas, il n'avait pas passé une licence STAPS en même temps que. Donc la plupart du temps, les entraîneurs physiques, eux, avaient cette possibilité-là, et ça permettait d'être engagé à la fédération avec un salaire pris en grande partie par la fédération, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, pas par le ministère. Tu comprends? Et donc, en ayant un poste. Ensuite, on est détaché auprès de la fédération, mais on est payé en partie par le ministère. Donc, ça permet à la fédération de t'engager. Donc, en passant ces concours, ça me donnait une grande chance d'être engagé définitivement à la fédération. Tu as mis toutes les chances de ton côté. Exactement. Je crois que tu as eu une période après de stage et de service militaire entre deux, c'est ça? Ouais. Je te donne les anecdotes parce que Jean-Paul Lotte, ça te dit quelque chose? Ah oui, on a fait un épisode il y a 3 jours ensemble. Bon, Jean-Paul Lotte, c'était le DTN qui m'a recruté. Quand j'ai eu mon CAPES et avant de partir à l'armée, il m'a proposé d'être CTR. CTR, je pense que tu sais ce que c'est. Conseiller technique régional à Dax pour la ligue qui s'appelait Côte Basque, Béarn et Landes. J'ai accepté, c'était un super endroit, une qualité de vie et tout. Puis je me suis dit, ok, j'avais 25 ans. Et donc je suis parti à Dax le 1er septembre. Et le 25 septembre, il m'a appelé en me disant, écoute, François Duport, qui était l'entraîneur de l'INSEP, et qui est de là-bas, je viens de le virer de l'INSEP. C'est lui qui m'avait fait venir à l'INSEP, François Duport. Jean-Paul me dit, je viens de le virer de l'INSEP. Il aimerait prendre ton poste à Dax. Mais comme je viens de te nommer, si tu veux rester, tu restes. Sinon, je te propose de remonter à Paris. Je te propose un poste d'entraîneur à Paris. Et donc, j'ai été CTR 3 semaines. T'étais pas dégoûté de quitter le Sud? Écoute, ma future femme était à l'INSEP. Et puis après, Jean-Paul m'a proposé, il me dit, écoute, sinon, tu viendras entraîner à Roland-Garros ou à l'INSEP. Il m'a proposé quand même, en contrepartie, de vraiment être entraîneur. Donc, le challenge était sympa aussi. Et il m'a dit, j'ai combien de temps pour me décider? Il me dit, tu me rappelles dans 2 heures. Donc, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, ok. Donc, j'ai été CTR, le plus court de l'histoire, 3 semaines. Et ensuite, je suis remonté à Paris. Et à Paris, pendant mon service militaire, je m'occupais de 2 joueuses. Tu vois, je te donne des anecdotes, c'est important. Il y a des moments, quand je repense à ça, je pourrais raconter ça, mais je me suis occupé de 2 joueuses à Roland-Garros, tout en faisant mon service militaire. Une joueuse qui s'appelle Alexandra Fuset. Ah ouais. Et que j'avais eu à l'INSEP avant. Et l'autre, c'est Olivia Gravreau. Olivia Gravreau, c'est la femme de Loïc Ferry, le président de Lorient.
Ouais. Ils sont installés à Wimbledon maintenant, et moi je l'ai entraîné, et maintenant ils sont installés à Wimbledon, et lui est président de Lorient, et elle est membre de Wimbledon, du club. Mais comment tu as réussi à être détaché pour rester entraîneur pendant ton service militaire? En fait, pendant 3 mois, j'ai balayé les feuilles dans une base d'hélicoptère à Dax, et ensuite quand je suis revenu à Paris, j'ai été nommé prof de gym à La Courneuve, dans un collège où aucun prof ne voulait rester, parce que c'était la zone. Ouais. Donc l'armée, ils m'ont dit, toi tu restes là-bas, t'as pas le choix. Et donc quand j'étais prof de gym dans un bahut, et quand j'avais pas de cours, j'étais entraîneur à Roland. Ok, d'accord. Le TC Cournevien que je connais bien puisque j'ai gagné le tournoi il y a une dizaine d'années environ. Écoute, je t'ai coupé un peu, mais c'est pour te donner les détails de cette période-là. Bah voilà, très bien, comme ça on comprend mieux. De 87 à 96, tu as eu un groupe de jeunes joueuses assez exceptionnelles avec Amélie Mauresmo, Nathalie Dechy, Émilie Loy et Anne-Gaëlle Sido, toutes top 30 par la suite et Amélie numéro 1. Tu dis d'ailleurs dans une interview pour Blog Tennis Concept qu'à 13, 14 et 15 ans, Amélie était déjà très performante et polyvalente physiquement et qu'à l'INSEP, elle aurait aussi bien pu être recrutée par les coachs de volley, de basket ou d'athlé. Je t'interromps, c'est tout à fait exact. En fait, juste pour être précis, tu vois, elles sont de 79 les filles. Donc moi, je les ai eues à l'INSEP de l'âge de 13 ans à l'âge de 15 ans. Donc je les ai eues 92, 93, 94. Moi, j'ai été entraîneur à l'INSEP de 89 jusqu'à 96, mais les filles, je les ai pas eues sur toute la durée. Après, elles sont parties à Roland-Garros. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je les ai eues pendant 3 ans à l'INSEP. Ouais, Et après, les filles, voilà, je les ai retrouvées un peu plus tard. Et à l'INSEP, vas-y. Mais sur cette génération-là, des 79, avant les 78, moi j'ai eu les Seb Grosjean, les super générations. Avant, c'était Nicolas Escudé. Yes. J'ai eu à l'INSEP Seb Grosjean, Arnaud Di Pasquale, c'est toute cette génération-là qui était à l'INSEP et que j'ai retrouvé un peu plus tard à Roland. Ouais, c'est ce que j'allais enchaîner avec ça en 96. Vas-y. Patrice Dominguez te propose de venir à Roland au CNE. Et là, tu entraînes les joueurs et les joueuses en passant de cadet ou junior à senior, du coup. Et c'est exactement ça. Ouais. Les Nico Escudé, Seb Grosjean, Arnaud Di Pasquale. En 98, coup de théâtre, tu t'exiles dans le football. Traître. Écoute, je vais te dire comment ça s'est passé parce que ça mérite peut-être, enfin je sais pas, après c'est le matin à Roland-Garros, à 8h, on réunissait tous les entraîneurs à chaque fois pour faire un petit point avant le début des entraînements. Et là, Georges Goven, il me prend à part, il me dit, écoute, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Je dis, bon, ok. Il me dit, hier soir, j'ai mangé avec Yannick Noah et Patrick Proisy. Patrick Proisy, que tu connais forcément, et Yannick, et ils ont discuté. Patrick Proisy cherche un préparateur physique pour le Racing Club de Strasbourg. Et Yannick et moi, on a dit, on a quelqu'un pour toi, c'est Paul. Alors, Georges, il me dit, écoute, voilà, donc on a pensé à toi. Donc, si ça t'intéresse, ce midi, à l'époque, dans les serres d'Auteuil, il y avait IMG, McCormack, que c'est eux qui étaient propriétaires de Strasbourg. Ils faisaient des réceptions dans les serres. Et il me dit, si tu veux, à 14h, tu peux rencontrer Claude Leroy. Je pense que ça te dit quelque chose, Claude Leroy. Non, je vais voir. Claude Leroy, c'est un des commentateurs de Canal+ du foot. Et c'est lui qui était manager de l'équipe du Cameroun. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Enfin bon, c'est un personnage du foot. Il me dit, tu peux rencontrer Claude Leroy et avoir un entretien avec lui. Puis après, tu pourras te décider. Mais si ça te dit... Donc j'ai été voir Claude à 13h30. Je ne le connaissais pas du tout. On a parlé 1 heure. Il m'a fait une proposition. J'ai appelé ma femme. Et le soir, j'avais signé au Racing Club de Strasbourg. J'ai été voir le DTN de l'époque, Jean-Claude Massias. Je lui ai dit, écoute, Jean-Claude, voilà, j'ai une proposition. Moi, ça fait 11 ans que je suis à la fédération. C'est une chance un peu inouïe. J'ai envie de vivre cette expérience. Et il m'a dit, il n'y a aucun problème, vas-y. Et quel était le rapport entre Patrick Proisy et Strasbourg? Il était président du club. D'accord. Ok. Ah ouais. Et tu avais envie de vivre une autre expérience, quoi. Écoute, moi, d'abord, j'étais passionné de foot comme beaucoup de monde. Ouais, passionné de sport, de foot. L'Alsace, je sais que ma femme est de Lorraine, c'est une belle région, c'est une belle ville. Je partais pas non plus dans un endroit pourri. Et puis le challenge sportif était sympa. Et puis moi, je trouvais que c'était l'occasion d'ouvrir un peu, quoi. Tu vois, j'avais fait un peu, entre guillemets, le tennis. J'avais déjà vécu pas mal de choses. J'avais envie de vivre cette expérience-là. Donc, voilà, j'ai dit, de toute façon, ça se représentera pas. Il faut saisir l'occasion. Donc je suis parti. Ta femme t'a suivi à Strasbourg, du coup? Ouais.
Ouais, m'a suivi à Strasbourg. Et j'ai été 3 ans là-bas au club. Tu as entraîné le Racing, du coup, 3 saisons complètes. Ça s'est terminé avec la victoire en Coupe de France en 2001. Malheureusement, bon, là, une descente en Ligue 2. Bon, tout à l'heure. Écoute, non, mais la descente en Ligue 2, on pourrait en parler longtemps, mais c'est la fameuse année, toi, tu n'as pas connu ça parce que tu étais tout jeune, mais c'est la fameuse année où il y avait eu d'abord l'histoire des faux passeports. Donc nous, on avait un des joueurs qui avait un faux passeport, c'était un joueur argentin, Diego Garay, qui avait un faux passeport italien, donc le club a été condamné, a perdu 3 points. Il y a un pétard qui a explosé sur le bord du terrain dans un match contre Metz où on menait 1-0. Le match a été perdu sur tapis vert, on a encore perdu 3 points. En fait, à l'époque, Patrick Troisy, c'était la cible. Il n'était pas bien vu dans le foot. C'était parce que c'était IMG, McCormack qui arrivait avec de l'argent, pas bien vu en Alsace. Je pense qu'il a été victime un peu de tout ça. Et sportivement, ça a été une année difficile parce qu'on a été... c'est quand tu perds 6 points dans le championnat, au moment où c'est un peu serré, c'est un peu dur. Donc voilà, ça nous a coûté, mais il y avait un ensemble d'éléments aussi. Et paradoxalement, on a gagné la Coupe de France, ce qui a été un truc incroyable, parce que gagner la Coupe de France, ça reste pour moi quelque chose d'incroyable, quoi. Est-ce que le tennis a eu le temps de te manquer pendant ce temps-là, ou tu étais à fond dans ton expérience? Ouais. À fond. À fond, j'ai vraiment, pas volontairement, mais le foot, tu respires, tu manges, tu dors foot. C'est une expérience incroyable. Vraiment une belle expérience humaine aussi, parce que voilà, c'est un truc de fou. Moi, j'étais dans un petit village à côté de Strasbourg. Quand l'équipe gagnait, on me ramenait des fruits, des légumes et tout ça, mais quand ça perdait, j'avais l'impression que c'est moi qui avais raté les occasions, tu vois. Non, mais ouais. Autour du football, il y a un engouement, il y a quelque chose qui est quand même très particulier. Et puis, je sais pas, tu es passionné de sport, mais tu te retrouves. Moi, en tant que préparateur physique, j'étais sur le terrain. Je faisais les échauffements, donc tu te retrouves au Vélodrome, au Parc des Princes, tu te retrouves sur tous les grands stades, à Gerland, etc. Donc tu es au milieu des joueurs, tu fais l'échauffement, tu touches le ballon. Car quand tu es sportif et que tu aimes ça, c'est un rêve absolu. Moi. Et les gars qu'il y avait au Racing, ça va peut-être, tu suis un tout petit peu le foot, Habib Bey, qui est le consultant de Canal+. Ouais. Un des meilleurs consultants, c'était Habib Bey, c'était Peggy Louis Ndoula, c'était voilà, des gars comme ça, donc c'était des expériences incroyables. Si tu avais voulu, tu aurais pu faire ta carrière dans le foot, dans la suite. J'ai eu une proposition de suivre Claude Leroy ou de suivre Michel Ettor après, après j'ai fait un choix familial. Il faut aussi citer dans ce cas-là, dans cette situation-là, Jean-Claude Matthias. Parce que quand le club a dit il y a un nouveau staff qui arrive, voilà, c'est terminé, etc. Moi, j'ai appelé Jean-Claude, je lui ai dit voilà, écoute, dans le foot, à Strasbourg, c'est fini, j'ai peut-être d'autres opportunités. Et au niveau tennis, qu'est-ce qu'il en est, si je voulais revenir, etc. Il me dit écoute, laisse-moi 2 jours. Et au bout de 2 jours, Jean-Claude m'a rappelé écoute, tu reviens, il y a un poste pour toi à Roland-Garros, 1er octobre. On t'attend. On est en 2002 et on te confie l'entraînement physique de l'équipe de France de Coupe Davis. L'aventure dure 5 ans, tu as notamment vécu la finale de Bercy contre les Russes. En parallèle, en 2003, tu deviens responsable de l'entraînement physique à la Fédé. Ça représente 8 entraîneurs à plein temps que tu coordonnes. Toi, tu suivais bien informé. Hein. Ah on a bossé. Hein. Tu as vu passer Joe Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon, Gaël Monfils, Julien Beneteau, Mahul, Yodra, Chardy, Serra, entre autres. Tu les accompagnais sur les grands chelems, les Master 1000 et les JO. Qui ça? Assion, Thierry, bien sûr. Quand tu vois maintenant ce qu'il devient. Ouais, incroyable. Aujourd'hui, ça fait plus de 18 ans que tu es une figure incontournable de la préparation physique à la Fédé. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de primordial dans ta carrière sportive, Paul? Écoute, moi je m'estime comme quelqu'un d'extrêmement chanceux. Je suis au départ, tu sais, en tennis, j'ai été champion de ligue junior, ça a été mon fait d'armes. Donc j'étais un modeste joueur de tennis. Voilà, j'ai fait mes études comme d'autres en STAPS. Et après, j'ai eu l'opportunité et après de pouvoir vivre ma passion au-delà de ce que j'avais pu imaginer, quoi. Donc j'ai eu pour moi une chance incroyable. Ensuite, de pouvoir avoir des joueurs de cette qualité, des joueuses de cette qualité autour de moi. Moi, j'ai essayé d'amener tout ce que je pouvais amener, ma passion, ça c'est sûr. Mais après, ces années sont passées tellement vite parce que quand tu as la chance d'aller sur le circuit, d'être aux côtés des joueurs et des joueuses dans les grands moments, les émotions que ça génère, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Quelque chose d'incroyable.
aussi bien en Coupe Davis ou sur des matchs en 5-7. Enfin, je sais pas, c'est des choses incroyables quand Richard il gagne 11-9 au 5e sur Wawrinka pour aller en demi à Wim, ou qui bat Raonic en 8e à l'US en sauvant une balle de match. C'est des matchs de folie. Où Gilles a fait des matchs en 5-7 incroyables. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut pas oublier. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Dernièrement, la Fed Cup a été marquée au fer rouge. C'est presque un Graal quand tu vis ce métier depuis longtemps. J'avais fait 2 finales de Coupe Davis, mais chaque fois, la Coupe Davis, elle te passe sous le nez. Tu dis, c'est pas possible, quoi. On va pas réussir. Et là, cette Fed Cup, ça a été, il y a tout eu pour tous les ingrédients. En plus, c'était la dernière version, enfin, formule de la Fed Cup comme ça, gagner en Australie comme on l'a fait, c'est quelque chose qui c'est gravé au fer rouge pour moi comme un souvenir incroyable. Mais j'ai du mal à faire le tri dans tous ces souvenirs. Simplement la chance d'avoir fait le tour du monde, d'avoir côtoyé aussi les grands joueurs. Parce que comme nos joueurs français s'entraînent aussi avec Federer, avec Nadal, avec Djoko, de pouvoir côtoyer ces joueurs, côtoyer les entraîneurs. J'ai beaucoup de liens avec des collègues des différentes fédérations que je côtoie depuis des années, donc des relations humaines et des choses vraiment très fortes. C'est ça que je retiens, quoi. Moi, je prends le tennis comme un prétexte pour vivre des choses très très fortes, des émotions et des choses fortes. Pour moi, c'est pas une finalité, c'est vraiment un moyen de vivre des choses comme ça. Et j'ai été payé au centuple sur ces dernières années. Quand tu étais joueur junior, tu étais déjà affûté et à la pointe de tes capacités physiques ou pas du tout? J'ai jamais été un athlète exceptionnel. J'étais un bagarreur, enfin bagarreur au sens accrocheur du terme, ça c'est sûr. J'avais la réputation en Poitou-Charentes, ça n'a pas dépassé le cadre du Poitou-Charentes, mais de pas lâcher grand-chose. Par contre, j'étais sans doute assez émotif, j'étais assez dans beaucoup trop d'émotions, ça générait beaucoup trop d'émotions pour moi, donc ça a sans doute été un frein. J'ai pas non plus été un grand technicien, donc je pense que j'aurais jamais été un grand joueur, même si je m'étais entraîné 6 heures par jour. Mais par contre, la passion du sport, c'est la passion du sport qui m'anime et la passion des gens aussi. Je pense que ce que j'ai vécu avec les joueurs, notamment, ils pourraient t'en parler, c'est tous les stages qu'on a pu faire, les stages de préparation, où on a vécu des choses très très fortes. Et je crois que c'est le ciment de la performance derrière. Après, je pense que ça les a aidés dans leur trajectoire de joueurs, d'avoir développé ces qualités-là, ces qualités humaines. Si on devait faire le portrait robot du meilleur joueur qui a les meilleures capacités physiques sur le circuit, tu prendrais le jeu de jambes de quel joueur actuel? On a eu à un moment donné le Big Four, sont 4 monstres à leur façon. Pour bien les avoir côtoyés, quand on voit la finale Nadal-Djoko à l'Australian, quand on voit on a 2 athlètes absolument exceptionnels avec des profils différents en termes de gabarit, mais c'est pour moi l'optimisation de la performance physique d'un joueur de tennis. Federer, on a toujours tendance à valoriser davantage ses aspects techniques, mais c'est un formidable athlète. À l'instar d'un Wawrinka, ils ont un peu la même culture, la même formation physique tous les deux. Et puis Murray, c'est le travail, c'est la détermination, c'est la bagarre, espèce voilà, il a développé des qualités. Je pense que c'est pas forcément le plus doué de tous, mais c'est un travailleur acharné qui a atteint aussi un niveau de couverture du terrain, de déplacement, d'endurance assez exceptionnel. Mais c'est pas le plus talentueux pour moi, mais il a atteint aussi en termes de performance athlétique pour un joueur de tennis, c'est assez exceptionnel. Donc c'est dur de les dissocier tous les 4 avec leurs gabarits respectifs, même s'ils ont des points communs. Ils sont tous finalement entre 1,83 et 1,88. Ils ont des points communs en termes de gabarit, mais ils ont développé une qualité de couverture de terrain, de déplacement, d'endurance absolument exceptionnelle. En termes d'ADN et de morphologie, le top du top, c'est d'être sec comme un Djoko, d'avoir un bras comme Rafa ou de se déplacer comme un chat comme Roger, d'avoir les 3. Djoko ne doit pas être loin de l'archétype idéal du joueur de tennis, parce qu'on peut imaginer qu'il dépense un peu moins d'énergie qu'un Rafa, mais c'est aussi dans sa manière de jouer, c'est pas simplement dans sa qualité athlétique, c'est aussi sa technique qui lui permet de dépenser moins d'énergie. Il a été peut-être moins blessé dans sa carrière qu'un Rafa,
Peut-être que c'est ce qui va lui permettre de durer un peu plus longtemps, quoique, parce que Rafa, on se disait toujours qu'il allait devoir arrêter, mais il est toujours là. Donc voilà, je pense que peut-être le profil type, c'est peut-être effectivement Djoko, mais finalement, un Federer qui a d'énormes qualités en bas et qui est relativement léger en haut et relativement très relâché, etc., il n'est pas non plus très loin du prototype parfait du joueur de tennis, quoi. Et d'un point de vue de la nutrition, tu fais des plans aussi aux joueurs de la Fédé ou ils s'en réfèrent à caler sur la diététique quand tu gères ce segment-là? Alors c'est une bonne question. Écoute, de par mon rôle à la fédération, c'est aussi un point important. J'essaye de rester entre guillemets à ma place et dans mon domaine. Et on s'est vraiment bien réparti les rôles. Tout ce qui est alimentation, tout ce qui est diététique, c'est le corps médical. Pour 2 raisons. 1, parce que c'est leur spécialité, plus que moi, même si j'ai les connaissances. Et 2, pour se prévenir par rapport au dopage. C'est-à-dire que moi, je ne remplis jamais une bouteille d'un joueur, même une boisson de récup. Je pourrais lui préparer ses boissons. Il y en a qui le font sur le circuit. Nous, on le fait jamais. Jamais. Et je donne pas un médicament, je donne rien à un joueur. Et on peut discuter de diététique, etc. Mais les boissons de récupération, les boissons d'effort, par exemple, qui sont l'aspect, je dirais, le plus proche de mon domaine, je ne le gère pas pour des raisons simplement pour me préserver moi. Et que si le joueur, par hasard, était contrôlé positif à un moment ou à un autre, qu'il puisse pas dire « Ouais, mais c'est Paul qui m'a préparé ma boisson, je sais pas ce qu'il a mis dedans, etc. » Donc c'est à la fois pour protéger le joueur en ne faisant pas de conneries, et puis pour me protéger moi, les joueurs et les joueuses le savent, je n'ai aucun lien avec eux par rapport à ça. Ce qui ne m'empêche pas, bien sûr, dans les discussions, de veiller à ce qu'ils ne bouffent pas n'importe quoi les veilles de match, le midi avant le match, etc. Ça, c'est le côté très pratique pour moi. Mais l'aspect diététique purement, suivi diététique, prise de sang avec le médical, et pour savoir s'ils doivent prendre tel ou tel type de complément ou autre, ça, c'est absolument pas moi. Toi, tout ce qui est indice de masse grasse et compagnie, c'est pas ton regard, quoi. Si, c'est pas pareil. C'est-à-dire que je peux être avec le médecin informé des indices pour savoir où ils en sont. On peut avoir une discussion pour dire bah, attendez, et je vais voir moi Bernard Montalvan ou truc pour lui dire j'aimerais bien que tel joueur ou telle joueuse, est-ce que tu crois pas qu'il y a quelque chose à faire pour qu'il perde un peu de poids ou qu'il prenne un peu de masse? Ça, on en discute. Ouais. Mais sur le comment faire, ça, c'est pas moi. En période de confinement, comme ça, tu as des petites astuces, remplacer les pâtes, parce que a priori, j'ai l'impression que le riz est moins vecteur de développement de gras, non? Est-ce qu'il faut remplacer des trucs? Qu'est-ce que tu conseilles? Bah, il y a l'histoire du gluten aussi. Bon, dans le riz, t'as pas de gluten, hein, je crois. Donc, c'est sans gluten, le riz. Hein. Donc, bon, il y a l'histoire du gluten. Après, effectivement, les pâtes, l'idéal, c'est de prendre des pâtes complètes déjà, plutôt que des pâtes, j'allais dire, traditionnelles. Même le riz, c'est mieux de prendre du riz complet. Il faudrait prendre du pain complet. Voilà, ça, c'est en termes de fibres et en termes de diététique, c'est surtout mieux et c'est sûrement mieux de prendre des choses complètes plutôt que des pâtes classiques. Mais après, bon, en ce moment, on a fait 2 séances de home fitness avec les filles de Fed Cup, plus pour garder l'esprit et garder le moral que d'améliorer les qualités, parce que on ne sait même pas quand est-ce que ça va rejouer. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que chacun garde la santé physique et morale. Donc moi, je suis très, très attentif avec les joueurs et les joueuses pour qu'ils se préservent, qu'ils s'entraînent comme ils peuvent en fonction de leurs possibilités, mais qu'ils arrivent à se préserver, à rester en bonne santé. J'ai aucun objectif d'amélioration des qualités en ce moment. Peut-être une qualité pour certains. Je leur ai dit, profitez-en pour essayer d'améliorer votre souplesse. Ceux qui n'ont pas le temps de travailler la souplesse, c'est vraiment le moment de le faire. Mais en dehors de ça, je leur dis, restez en bonne santé, prenez un peu de recul, essayez de lire, essayez de faire ce qu'il faut pour garder le moral et rester en forme, mais c'est pas le moment d'essayer de développer les qualités, quoi. Sur une période comme ça, la souplesse, elle s'améliore sur un travail de combien de temps par jour, selon toi? Écoute, ça dépend du niveau de souplesse, s'il s'agit de l'entretenir ou s'il s'agit de la développer. S'il s'agit de la développer, je pense qu'il faut y passer 45 minutes par jour. 45 minutes minimum. Okay. Mais l'avantage, c'est que on dit toujours que la souplesse, c'est pas très facile à développer sur un organisme fatigué. Il faut le faire soit le matin à froid, tu vois, pour ton corps, il est frais et tu peux travailler ta souplesse à ce moment-là, ou alors un peu décalé en soirée alors que les entraînements sont déjà largement digérés. Et là, en fait, comme les entraînements sont réduits ou certains jours il n'y a pas d'entraînement du tout, ou un minimum du vélo ou autre,
c'est l'occasion de trouver le temps de s'étirer et d'essayer d'améliorer cette qualité. Après avoir fait pas mal d'épisodes avec plusieurs joueurs et joueuses, j'entends souvent revenir le fait de faire des footings le matin à jeun. T'encourages, toi, ce genre de pratique? C'est un peu ton école aussi ou pas? Mon école, c'est de varier. Je crois qu'il ne faut pas être prisonnier des choses. Moi, ça m'est arrivé très souvent et régulièrement de faire ce qu'on appelle des réveils musculaires. Donc, tu vas te faire un footing à jeun avant le petit-déj. On le fait en Australie quelquefois parce qu'avec le décalage, on est réveillé tôt. On le fait dans certains cas. Je trouve que c'est super. Il ne faut jamais que ce soit une contrainte. Quand ça devient une obligation, de se dire je vais aller courir le matin avant le petit déjeuner, c'est bon pour moi. Je pense qu'à un moment donné, l'effet devient moins efficace. Je pense que c'est vraiment une méthode parmi d'autres, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire de manière systématique. Je pense que alors après, il y a des gens qui sont dans des recherches de perte de poids ou vraiment des besoins. Moi, j'ai le souvenir de Kvitova à Brisbane tous les matins. Elle faisait 20 minutes, 25 minutes de tapis dans la salle de gym avant d'aller déjeuner. C'était la période où, avant qu'elle gagne Wimbledon, où elle était un peu forte. Voilà, on sentait qu'elle était dans une démarche pour essayer de s'affûter. Donc, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser, mais c'est pas le seul. Et il n'y a pas un miracle à aller faire 20 minutes ou 30 minutes de footing avant le petit déjeuner. Mais parfois, c'est vrai que ça fait du bien. On arrive au petit déjeuner, on est douché, on a un petit peu d'appétit, on s'est mis en jambes. Ça fait partie des routines qui sont sympas. Tu valides que le sport à jeun, tu brûles 3 fois plus de calories? Je crois que c'est variable. Je sais pas si c'est 3 fois, 2 fois. Tu sais, je crois qu'il faut être pragmatique. Qu'est-ce qui se passe? Ton dernier repas, il est minimum de 8 heures avant. Donc, effectivement, on peut imaginer que tu ailles taper un tout petit peu dans tes réserves. Mais quand tu cours 20 ou 30 minutes, tu ne tapes pas beaucoup dans tes réserves. Hein. Donc, ouais. Tu consommes, oui, quelques calories sans doute supplémentaires parce que ton corps, il va aller chercher des substrats. Mais si on attaquait, 20 bornes de footing à jeun, peut-être qu'on irait chercher un peu plus vite certaines choses. Mais sur un réveil, ça reste anecdotique. En 2 mots à chaque fois, est-ce que tu peux me dire l'atout physique majeur des joueurs suivants que tu as vu passer sous ton radar, sous ton microscope? On va commencer avec Fabrice Santoro. Coup d'œil, vitesse. Joe, son gars. Puissance et confiance. Confiance en son physique? Confiance en tout. Confiance en lui. Confiance en son physique aussi, ouais. C'est la puissance et son physique. Je veux dire, ça l'aide. Et quand il est bien, tu sens que il impressionne l'autre, quoi. C'est comme un boxeur. Tu vois rentrer Joe affûté. Richard. Uniquement sur les critères physiques, hein. En 2 mots, que ça soit physique et jeu, ouais, t'as raison, c'est plus global. Pour moi, c'est plus, ouais, parce que tu vois, Richard, tu peux pas dissocier Richard du fait que pour moi, c'est le meilleur joueur de tennis. C'est dans ce groupe-là, je trouve que c'est un joueur incroyable. Il a une science du jeu qui est, on parle de son revers tout le temps, mais en fait, il sent très très bien le jeu. Et puis, je trouve une certaine robustesse. Gilles, c'est l'endurance, c'est la qualité de déplacement, l'intelligence de jeu. Gaël, c'est la polyvalence, c'est le Michael Jordan du tennis, quoi. Non, Gaël, c'est la polyvalence. C'est le meilleur athlète pour moi, un des meilleurs athlètes aussi. Je l'ai pas mis dans les 4 parce que il n'a pas eu les résultats qu'ont eu les 4 autres. Mais en termes de potentiel athlétique, c'est un phénomène. Bennett, le courage et la rigueur. Mahu, je viens de revoir il y a 2 jours. Il m'a envoyé un message qui me dit regarde, il y a Intérieur Sport, le match contre Isner. Donc si tu veux, Nico, j'ai du mal à le dissocier de ça. Nico, c'est un amoureux du jeu, un passionné, incroyable. Tu vois, il joue encore à 39 ans, il rêve des Jeux Olympiques. C'est l'archétype du sportif par excellence. C'est vraiment un amoureux. Julien aussi, tous les deux, ils ont joué ensemble en double beaucoup et ce sont des passionnés du tennis. Et Nico, c'est un passionné du tennis et un grand travailleur. Avant de continuer sur la liste des joueurs, comment tu l'as vécu? T'étais dans les gradins, toi, le match Mahu-Isner? En fait, j'ai vécu toute l'aventure et je m'occupais de Nico, moi. Ah ouais. Donc, ça, c'est une des... Si tu me laisses dire 2-3 mots là-dessus, pour moi, les souvenirs de... Donc, Mahu-Isner, tu penses bien sûr au match Mahu-Isner, mais Mahu, ce qu'on a oublié, c'est qu'il jouait les qualifs de Wimbledon. Ouais, il part de loin, ouais. Alors, il joue les qualifs au premier tour. C'est un truc de fou. Au premier tour, il gagne assez facilement.
Au deuxième tour des qualifs, il joue Bogdanovic, l'anglais, et il gagne 24-22 au troisième, ce qui est un record. Hein. Oh la vache. Et le lendemain, le titre de l'équipe, c'était Philippe Bouin qui écrivait l'article. Le titre, la une de l'équipe avec les qualifs de Wimbledon, la une de l'équipe, il y a marqué « Ça, c'est du tennis ». C'est-à-dire que ce qu'on a oublié, c'est que Nico Mahut a fait la une de l'équipe pour un deuxième tour de qualif de Wimbledon. Incroyable. Et Philippe Bouin décrivait l'ambiance des qualifs de Wimbledon. Je ne sais pas si tu as été un jour au qualif de Wimbledon à Roehampton, mais c'est une ambiance très spéciale. Tous les cours sont à côté les uns des autres. En 24-22, il gagne. Dernier tour des qualifs. Non, je crois pas. J'en ai pas le souvenir. Dernier tour des qualifs, son entraîneur, c'était Boris Valéjo, à l'époque. Dernier tour des qualifs, il joue Koubek. Et les qualifs à Wim, c'est 5-7 le dernier tour. Donc, il joue Koubek, 1-7-0 Koubek, 2-7-0 Koubek. Et là, Nico, il nous dit dégagez, j'en peux plus, il était nerveux et tout. Et il gagne 6-4 au cinquième. En fait, Nico, c'est un survivant des qualifs. Et après, il y a l'aventure de Disney. Donc, c'est un truc qui a été marqué, c'est extraordinaire. Et toi, ça doit te vider de suivre ce match sur 3 jours, là, en termes d'influx nerveux. C'est un truc de fou, ce qu'on a vécu, lui en premier, mais après, moi, le matin, il venait s'échauffer physiquement. Donc l'échauffement de l'échauffement, puis après il tapait un peu la balle, puis après il fallait qu'il s'échauffe avant son match. Bon, tu l'échauffes avant un 5e set contre Isner, tu dis il faut que tu sois à fond, mais quand tu recommences à, je sais plus, 58 partout, tu dis le mec il peut plus bouger, tu l'échauffes comment? C'est mythique quoi, c'est incroyable. Alors, comment tu fais à ce moment-là pour l'échauffer? Bah, ce qui est incroyable, et il l'a redit dans le truc, le matin du 3e jour, donc quand il s'arrête à, je crois que c'est 58 partout, mais des fois je sais plus, ou 50, je sais plus, 52 partout, je sais même plus à combien ils sont arrêtés. Il se lève et il dit les gars, je vais pas pouvoir jouer. Je peux pas servir, j'ai mal aux abdos, je vais pas pouvoir jouer, je jouerai pas. Je crois que je vais arrêter. Et donc il s'échauffe, il tape un peu la balle, 10 minutes à Rangui, là, les terrains d'échauffement. On fait l'échauffement physique, il a mal partout. Il me dit je suis rôti. Et quand il est rentré, après on s'est échauffé pour son match. Moi je voulais juste qu'il soit capable de servir. Et il a dit sur le truc, il dit quand je suis rentré sur le terrain avec l'ambiance, l'adrénaline, j'ai servi, premier coup, j'avais plus mal du tout. mais je vais te raconter un truc. Et je ne sais pas si tu sais ça, mais c'est des trucs de fou. Il joue sur le court 18, d'accord? Ça tu sais. Ouais. Il termine son match. Donc bon, il est mort. Il arrive au vestiaire. Ce que les gens ne savent pas ou que les gens ont oublié, c'est qu'il doit jouer en double avec Arnaud Clément le soir même. Oh la vache. Entre 2 Anglais. Donc Arnaud Clément va voir le juge arbitre, il dit vous reportez le match à demain. L'arbitre il dit non, vous déclarez forfait, mais vous êtes obligé de vous présenter sur le court. Arnaud Clément il dit mais attends, il vient de jouer 11h30, vous pouvez pas demander à Nico Mahut de retourner sur le court ce soir. Le juge arbitre il dit vous faites comme vous voulez, mais vous êtes forfait. Et il était fou de rage Arnaud Clément. Et Nico Mahut, 1 heure après, il était de retour sur le court 18. Personne ne le sait, ça. Personne n'y a pensé à ça. On n'en parle jamais de ça. Il est retourné sur le court. Il a joué en double avec Arnaud Clément. Ah ouais. Le soir même, il a joué. Et la nuit arrivait. Et Arnaud Clément, il a tout fait pour poudrer le match, pour le faire durer. Au bout de 3 minutes, il s'arrête, il appelle le kiné. Il a essayé de tout faire pour que la nuit arrive et que le match soit arrêté. Et il a réussi à gagner du temps. Ils ont perdu le premier 7-6. La nuit est arrivée. Le match a été arrêté à 7-6 pour les Anglais. N'oublie pas qu'à Wimbledon, le double, c'est 3-7 gagnants. Ouais. Match arrêté. Et le lendemain, Nico n'a pas pu rejouer. C'était fini. Le lendemain, Nico ne pouvait plus jouer. C'était fini. Le dernier jour, à la fin du match, quand il a perdu, 70-68, il a perdu, il rentre au vestiaire, il pleure, il se douche tout habillé, il ne sait plus où il habite. Il ne sait plus où il habite. Il est complètement perdu. Il dit des conneries, l'autre pareil, il ne sait plus. Il explose nerveusement, physiquement, tout lâche. Mais 1 heure après, il se rhabille et il retourne sur le court. Et comment tu l'expliques ça? Là, je sais pas, c'est comme les gens qui malheureusement ont un accident, ils sont capables de marcher quelques mètres avec une triple fracture. Je sais pas, l'adrénaline, il est dans un état second. Et il doit sécréter des choses là. Je sais pas, c'est hallucinant. Mais après, par contre, donc la preuve, c'est qu'il tient, et le lendemain, il peut plus bouger. Et Isner non plus. C'est fini. Tu vois, tu tiens avec le truc, et puis le lendemain, c'est fini, quoi.
Chaos technique. Et toi, ta manière de vivre le match, t'arrives avec le temps à rester serein ou tu les vis toujours avec autant d'intensité, de pression intérieure? Est-ce que tu es du genre à bouillir sur ta chaise? Ouais, je suis du genre à bouillir. Ouais, c'est dur. C'est dur. T'essayes de moins montrer parce qu'avec le temps, tu deviens un peu superstitieux. Donc, faut essayer de trouver les moyens de gérer tout ça. Mais je pense qu'on est tous pareils sur le côté. C'est très dur. Tu peux pas dépenser l'énergie. Tu te mets debout, assis, t'encourages. Mais nerveusement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais. Alors juste pour terminer avec la liste de joueurs, on en était à Mika Liodra. Mika Liodra, un bras exceptionnel, un vrai talent, un acrobate. Une race en fait de joueurs qui a un peu disparu, de serveurs volleyeurs, une patte gauche, une volée exceptionnelle. Voilà, c'était un sacré loustic aussi en dehors du cours. Jim Charvy. Ah, Jim. Beaucoup d'affection pour Jim. J'ai vécu les premiers tournois de Roland avec lui, puis son entraîneur Fred Fontan. Moi, je l'ai eu comme cobaye quand j'ai passé le brevet d'état tennis. Tu vois, l'histoire du tennis, c'est un truc de fou. Fred Fontan, qui aujourd'hui s'occupe de Félix Auger-Aliassime. Fred, c'est quelqu'un que j'aime bien, et donc c'était à l'époque où c'est Fred qui s'occupait de Jérémy. Jérémy, c'est quelqu'un, un affectif, mais j'essaie de résumer, c'est pas facile. Jim, il disait, le truc de Fred Fontan, c'était toujours plus un. Donc le plus un, c'était service coup droit, service coup droit. Donc je crois que je peux résumer Jim à service coup droit. Flo Serra. Ah, Flo Serra. Il a lutté beaucoup contre ses démons toute sa carrière, mais la gentillesse et le sérieux. Thierry Assion. Bif. La puissance et je pense l'intelligence aussi. Bien sûr l'intelligence, mais l'ambition. Chez les filles, du coup, là en ce moment, tu as l'équipe de France de Fed Cup, donc Caro Garcia. Comment dire Caro Garcia? L'athlète, belle athlète. Christina. Je la rapprocherai de Jo. Christina, c'est une main, enfin touchée à une très grande habileté et une énorme confiance. Christina, pour juste dire un petit mot sur Christina, elle a des traits d'une championne dans le sens où elle a cette confiance en elle, elle est étonnante pour ça, quoi. Avec les bons et les mauvais côtés de ce type de comportement, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Elle est très très sérieuse dans sa préparation, elle est à fond, puis bon, ses parents sont des sportifs, c'est une sportive. Hein. Pauline Parmentier. Ah, Pauline, c'est la partenaire idéale. Et c'est l'humanité qui la caractérise. C'est une fille extrêmement humaine, extrêmement pleine de valeur. Et Alizé? Alizé, c'est la détermination exceptionnelle. Détermination exceptionnelle. Dans les générations d'avant, en femme, en fille, tu as eu Amélie aussi, du coup? Oui. Amélie en 2 mots. Ah, Amélie, c'est une athlète exceptionnelle. Alors, tu vois, je parlais de Caro, mais Amélie, c'était une athlète exceptionnelle et puis une sportive par excellence, vraiment. Tu vois, je pense qu'elle aurait pu réussir dans n'importe quel domaine. À l'époque, c'est ce qu'à l'INSEP, les gens avaient bien ressenti, mais elle a ça. C'est une sportive, tu vois. Elle a fait le marathon après. Elle respire le sport. J'ai eu Nathalie Dechy aussi, tu vois, mais Nathalie Dechy, c'est plus le sérieux, le travail, mais c'est pas une sportive au même sens du terme. Et Émilie Loa? Ah, Émilie, tu sais qu'on la perdait dans le bois quand on faisait les footings avec elle. Hein. Et maintenant, c'est elle qui arrête pas de courir. Une super patte gauche. Et Anne-Gaëlle Isidot? C'était aussi une super patte gauche, un super bras, gauchère. Différent, c'était moins en subtilité qu'Émilie. C'était plus dans la qualité de frappe, une frappe de balle gauchère. Et toi? Quoi, moi? Bah toi. Moi, pas de gauche, des parents sportifs.
Est-ce que tu es méga affûté? Est-ce que tu continues de faire beaucoup de sport ou... Écoute, tu vois, je suis en confinement, mais j'ai la chance d'être à la campagne. Donc, mes premiers jours, je suis près de la forêt de Rambouillet, je suis un fou de vélo, de VTT. Ouais. J'aime pas le vélo de route, je supporte pas parce que j'ai peur des bagnoles. Par contre, je peux me faire des grandes sorties en forêt pendant des heures. J'adore ça. Vraiment un sentiment de liberté. Puis voilà, je trouve que c'est adapté aussi. J'ai plus 20 ans, donc c'est adapté. Je cours moins que je courais forcément. Là, j'ai un vélo d'appartement, donc j'en fais 1 heure tous les jours. Et je vais tous les jours, je sors tous les jours aussi. Donc, ouais, j'essaie de m'entretenir, mais bon, après, tu peux pas être et avoir été. Hein. À un moment, on a vu tous les joueurs avec des élastiques pour s'échauffer sur les cours. Après, tu as des plateformes vibrantes aussi. Quel œil tu regardes, toi, toutes ces nouveautés qui apparaissent et qui disparaissent parfois au fil des années? La Powerplate, je vais te donner une anecdote. Au moment où ils ont développé les plaques vibrantes, on va pas donner de marque, on dit, il y en a un qui nous dit, il y a une boîte qui nous dit, nous, on vous en amène, on la met à disposition chez vous, on vous l'amène. Et donc, à Roland-Garros, ça arrive un colosse, des épaules comme ça, il prend la truc, il la soulève, c'était très très lourd, il me l'installe. Et il me dit, vous avez quoi comme machine? Je lui montre un peu, il me dit, vous savez, dans 2 ans, vous n'aurez plus que ça. Vous n'aurez plus que des plaques vibrantes, ça peut tout faire. Ah bon? Mais je dis, vous, c'est avec ça que vous avez développé? Non, il dit, c'est à force de les porter. Et effectivement, 2 ans après, il y avait tout sauf ça, parce qu'on a arrêté d'utiliser, parce qu'il y avait des inconvénients aussi. Donc, comme tu dis, il y a des modes, des choses qui disparaissent, qui reviennent. Bon, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours un petit peu de recul sur toutes ces choses qui arrivent. Et en même temps, il ne faut pas être fermé, parce qu'il y a des choses... le matériel a tellement évolué qu'aujourd'hui, tu as une variété d'outils à ta disposition qui est quand même super intéressante. Tu vois, pour travailler tout ce qui est équilibre, proprio, avant, on n'avait pas tous ces outils. Les élastiques qu'on a aujourd'hui, avant, on allait chez Baudon, une société dans Paris, pour faire des trucs qui étaient des trucs industriels. Maintenant, c'est fabriqué, c'est de bien meilleure qualité. Donc moi, je ne me prive pas de toutes les nouveautés qu'on peut avoir, mais j'essaye aussi de pas me jeter dessus à chaque fois, de prendre le temps de les éprouver et de voir un peu comment ça fonctionne, quoi. Et comment tu continues à te former, à apprendre? Déjà, le circuit t'aide beaucoup à apprendre en permanence, parce que tu sais, c'est une espèce c'est un truc de fou, hein, le circuit. Quand tu es au milieu des salles d'échauffement à Wimbledon, à l'Australian, etc., partout, tu vois un nombre de choses. Là, j'étais à Indian Wells, hein, juste avant que ça s'arrête. Tu as l'impression qu'à chaque fois, il y a des nouveautés, des nouveaux exercices, etc. Bon, quelquefois, ça revient en boucle. Donc ça, c'est une première forme de formation. Après, aujourd'hui, on a quand même des outils pour se former. Il y a des formations, il y a des colloques, il y a Internet. Il y a quand même des outils pour le faire. Et puis finalement, je vais te donner aussi une autre recette pour se former. C'est qu'on avait mis en place un diplôme d'entraîneur physique à la fédération. Moi, je l'ai animé pendant 10 ans. Et en fait, quand tu dois former les autres, ça t'oblige à réajuster tes contenus et à te former toi-même pour actualiser tes connaissances. Parce qu'au moment où tu dois former d'autres, au moment où tu dois essayer de les mettre sur papier, enfin vraiment les formaliser, tu dois te poser des questions toi aussi sur tes contenus. Et du coup, tu te plonges dans la littérature, tu te plonges dans les revues scientifiques pour essayer de savoir ce qu'il en est vraiment avant de le faire passer comme message auprès des autres. Donc, le former soi-même t'oblige en permanence à revoir tes contenus. Tu es du genre à beaucoup échanger, toi, avec les physiques sur le circuit? Ouais. Selon toi, quel est le joueur le plus mordu de préparation aujourd'hui Est-ce qu'ils le sont tous, ou est-ce que tu en as vraiment un ou deux qui sortent vraiment du lot, qu'on pourrait appeler des malades mentaux de la préparation physique? Nico m'a eu. Il travaille avec Jean-Michel Lévesque, qui est un mec super. Un gars qui est un entraîneur physique que je connais depuis longtemps, mais qui est un gars très très chouette en termes de compétences et en termes humains. Et Nico est un fou d'entraînement physique. Il est tout le temps à l'affût de ce qu'il peut faire. Et il est attentif du moindre détail. C'est vraiment devenu Quand il était plus jeune, c'était presque un défaut, parce que il avait l'impression qu'il n'était jamais prêt pour la compète. Et non, il faut encore que je m'entraîne. On lui dit, mais pars jouer, quoi. Nico, t'es prêt? Ah non, je suis pas prêt. Alors que bon, maintenant, il a pris un peu de recul sur tout ça, mais ouais, c'est un garçon d'un extrême sérieux au niveau de l'entraînement physique, vraiment. Après, chez les filles, Christina, Alizé, elles sont exemplaires, hein, exemplaires. J'ai fait un épisode avec Jean-Claude Perrin, qui était
dans l'athlé et puis qui a accompagné Yannick, entre autres, à un moment donné. Qu'est-ce que tu pensais de cette approche à cette époque-là où les forgés, Yannick et les joueurs de cette génération ont pu aller chercher un peu des infos dans l'athlé comme ça? Écoute, quand je suis arrivé à Roland-Garros, Patrice Dominguez m'a fait venir parce qu'il y avait 2 entraîneurs physiques à la fédération, Jean-Claude Perrin et Frédéric Roche. Frédéric Roche, c'est celui qui avait formé Tulane, Forget, Lecomte à l'INSEP, etc. Et Frédéric, c'est un prof de PS qui est extrêmement rigoureux, très cartésien, etc. Et de l'autre côté, j'avais Jean-Claude. Et je crois que finalement, je me suis inspiré un peu des deux parce que je pense que la vérité, elle est un peu entre les deux. Jean-Claude, on partait dans la forêt, et on montait aux arbres, on faisait des tractions, ça partait dans tous les sens. Mais par contre, c'était un homme profondément humain et on arrivait dans la forêt, il s'arrêtait au milieu de la forêt comme ça. Il y avait un hélicoptère au-dessus. Il dit, vous entendez l'hélicoptère? Alors, on s'arrêtait tous. Il disait, ne pensez pas à la machine, pensez à l'homme aux commandes. Et puis il repartait. Tu sais, c'était que des trucs comme ça, quoi. Donc, il avait le verbe fort et c'était quelqu'un, voilà, qui amenait une énergie incroyable. Et Fred, il amenait plus la rigueur. Et je pense que l'entraînement physique, ça peut pas être que aller dans la forêt et soulever des troncs d'arbres et faire des tractions, comme faisait Jean-Claude, et ça peut pas non plus être quelque chose de tout le temps carré. À un moment donné aussi, il faut sortir, faire des intermittents durs qui sont pas toujours hyper rationnels. Tu vois, je pense que on a besoin de se nourrir des deux, surtout quand on s'entraîne tous les jours. Je vais te citer une anecdote sur Jean-Claude, une deuxième. On était en réunion des entraîneurs, tous ensemble. Il y avait Patrice Agelower qui intervenait, etc. Et à un moment donné, Jean-Claude se lève et il dit une phrase incroyable que j'ai jamais oubliée. Il dit, mais une fois de plus, on est en train de confondre l'entraîneur des champions avec le champion des entraîneurs. Et il s'est rassuré. Et à quel moment il a sorti ça? Il a sorti ça parce qu'il dit, c'est pas parce que, à la limite, quand on dit ça, est-ce que Tony Nadal, c'est le meilleur entraîneur du monde? Ou est-ce qu'il a eu la chance d'avoir le meilleur joueur du monde? Est-ce que, tu vois, c'est le joueur qui fait l'entraîneur et c'est pas toujours l'entraîneur qui fait le joueur. Donc lui, il voulait relativiser un petit peu tout ça en disant, oui, ok, c'est bien d'écouter le meilleur entraîneur du monde parce qu'il entraîne le meilleur joueur du monde, mais c'est pas forcément, c'est peut-être Georges Degnaud. Tu connais Georges Degnaud, ou tu as entendu parler de Georges Degnaud? Ouais, bien sûr. Georges Degnaud, il disait que son plus grand exploit, c'était d'amener, il avait amené un joueur à moins 15. Il dit, ça, c'est mon plus grand exploit dans toute ma carrière. Parce que ce joueur-là, il était nul et je l'ai amené à moins 15. Et c'est bien plus fort que d'avoir amené Guy Forget à être numéro 1 mondial en double. Parce que Guy, il avait du talent, Guy, il avait, voilà. Tu vois, c'était pour relativiser. Jean-Claude, c'était ça, sa phrase. Est-ce qu'il t'arrive de prendre un joueur sur le circuit en exemple auprès de tes joueurs, justement, et si oui, lequel? C'est pas très facile. Tu sais, les joueurs sont orgueilleux et le mental joue un rôle important, donc il faut toujours faire attention quand on fait des comparaisons, mais parfois c'est plus des moments précis où tu vois, à ce moment-là de l'année, voilà, lui il est en train de faire ça, regarde, moi j'ai pris l'exemple une fois sur Tsitsipas, juste après Roland, c'était avec Corentin Moutet à l'époque, je sais que Corentin sortait de son tournoi à Roland, il me dit il faut que je coupe pendant quelques jours, je suis crevé, ça m'a vidé le tournoi et tout ça, et on est arrivé dans la salle de gym, et il y avait Tsitsipas qui s'entraînait, Tsitsipas qu'il a battu 6 mois plus tard en finale à Brest, et Tsitsipas, il était en train de bosser son physique pour préparer Wimbledon. Dès le lendemain de sa défaite, il était au taquet. Tu vois, et donc, et tu vois aujourd'hui Tsitsipas où il est, quoi, c'est exceptionnel. Et ouais, là aussi, c'est un garçon très travailleur, qui est à fond dans son truc. Et parfois, il y a des moments où tu peux t'inspirer de certains joueurs comme ça, mais c'est plus des moments précis où tu vois, où tu passes à côté d'un cours, tu t'arrêtes avec le joueur et tu regarde comment il s'entraîne, lui. Ouais. Quand Nadal a joué l'équipe de France de Coupe Davis c'était à Cordoue, tu sais, la demi-finale, il venait de gagner l'US Open, il est arrivé, je crois qu'à 10h le matin, il était sur le court. Tu vois, donc c'est Rafa, quoi. Donc dans ce cas-là, si tu passes à côté, tu dis regarde, il n'y a même pas besoin de faire de commentaires. Ouais. Ou quand les joueurs après un entraînement à Roland, après un match à Roland, quelquefois ils vont taper ou ils vont courir, quelquefois tu les croises, tu dis regarde. Et derrière, comme tu dis, c'est la face cachée, mais derrière il y a du boulot. Ou le matin, moi ça m'arrive, on part au tournoi en voiture, et puis tu t'aperçois que tu doubles un joueur qui va au tournoi en courant.
À Miami, c'était souvent le cas parce que pour aller jusqu'à Key Biscayne, avant, tu passais le pont, c'était très long. Nous, souvent, on revenait en courant, mais tu as des joueurs qui y allaient en courant. À Cincinnati, c'est pareil. Pour revenir du club jusqu'à l'hôtel, tu as 50 minutes de course. Bon, chaque année, on le fait, mais tu as des joueurs, hop, tu es en plein cagnard. Il fait 40 degrés l'été à Cincinnati. Les mecs, ils se font la ligne droite, là, les 50 minutes de footing pour rentrer. Tu avais David Ferrer, hein, qui était un dingue là-dessus, tu vois. Quand les mecs sont fatigués et puis que tu vois lui qui va courir le matin à l'aube, tu dis ok, j'ai compris. Qu'est-ce que tu penses des associations comme Agassi et Gilles Reyes ou Roger et Pierre Paganini? Je les mettrai pas sur le même plan. J'ai beaucoup de respect pour Paganini, que je connais depuis longtemps, qui est un vrai très très bon, dans le sens où je pense que c'est un mec intelligent, qui a su adapter au départ. Il n'est pas du tout du monde du tennis. Il a su adapter les contenus de manière vraiment pertinente. C'est un de ceux qui a réussi à programmer l'entraînement pour les joueurs et à leur faire comprendre que s'ils arrivaient à couper pendant 3 semaines, un mois pour se préparer, il sera mieux pour les grands rendez-vous. Il a vraiment développé leur qualité. Je trouve que c'est un super entraîneur. Gilles Reyes, je suis un peu moins fan parce que je pense qu'il y a quelques zones d'ombre autour de la préparation d'Agassi. Je pense que quand il s'est occupé aussi de Verdasco ou de Baghdatis, ils ont pris beaucoup de masse musculaire en peu de temps. Je suis un peu moins fan de son école, sans forcément porter d'accusation directe, mais je suis un peu moins fan d'un Gilles Reyes. Je pense que, par exemple, en préparateur physique, je citerai plus un Matt Little, qui est le petit bonhomme qui a accompagné Murray toute sa carrière et qui l'accompagne encore aujourd'hui, qui est un entraîneur physique de la fédération anglaise, qui est un gars exceptionnel. Ou Jess Green, qui s'occupe aujourd'hui d'Alexander Zverev, après s'est occupé aussi de Murray. Voilà, pour moi, ça c'est des modèles d'entraîneurs physiques. C'est des gars que j'estime beaucoup. Ben, je les mettrais plus, Paganini, Matt Little, Jess Green, Satoshi, qui est l'entraîneur de la fédé américaine. Voilà, des gars de grande qualité. Le tennis, ça reste un sport assez traumatisant pour le dos, les articulations, entre autres. Quelles sont tes recommandations là-dessus, à part se mettre au paddle? Tu parles pour des personnes un peu plus âgées ou pour des jeunes, enfin? Pour tout le monde, en termes de prévention, parce que au final, les blessures peuvent ressortir beaucoup plus tard, ou tu vois, ça peut fragiliser quelque part. Comment tu recommandes la gestion? La gestion, c'est d'avoir quelque chose qui soit équilibré et adapté. C'est-à-dire, on joue 2 fois par semaine. C'est pas la peine de se poser trop de questions sur l'entraînement physique à côté. Il faut rester en bonne forme, aller courir, faire du vélo, il n'y a pas de problème. Et ensuite, dès qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus intense en termes de compétition, d'entraînement, il faut que la préparation physique, elle soit proportionnée à ce qu'on peut faire en termes de tennis. Donc, quel que soit le niveau, si on est passionné, qu'on s'entraîne, qu'on joue presque tous les jours et qu'on veut durer et se préserver, à ce moment-là, il faut effectivement mettre en place de l'entraînement physique. Et là aussi, en essayant de ne pas jouer aux apprentis sorciers. Donc le conseil, moi, que je peux donner, c'est de faire beaucoup plus d'exercices globaux que d'exercices analytiques. Et je vois trop de gens aujourd'hui faire des mouvements isolés. Je donne un exemple. Tu fais du biceps, tu fais du quadriceps, tu fais des adducteurs. Quand tu commences à faire du travail où tu sollicites qu'un groupe musculaire, le problème, c'est quand tu n'es pas suivi de manière très précise avec ce qu'on peut avoir nous, un Contrex ou un Cybex pour mesurer les ratios entre quadri et ischio, entre rotateur interne, rotateur externe, entre abdos et lombaires. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous, les joueurs, on les suit de manière très très précise sur le plan des équilibres musculaires. Mais un sportif qui n'est pas suivi de cette façon-là, quand il commence à se renforcer de manière analytique, en fait, il risque de créer des déséquilibres. Il veut bien faire, mais en fait, si tu fais du biceps, il faut pouvoir faire du travail de triceps en compensation. Et de manière équilibrée. Donc moi, ce que je conseille, c'est plutôt que de faire des mouvements comme ça analytiques, faire des choses globales. Tu fais des mouvements, ça peut être des demi-squats, même légers, avec des petites barres, ou tu fais du développé, ou tu fais du tirage, tu fais de la poulie. Tu sais, le TRX, tu connais le TRX? Ouais. Voilà, tu fais du TRX, tu risques rien. Tu te feras pas mal avec un TRX. Parce que tu travailles des chaînes musculaires. Mais si tu commences à prendre des haltères, à faire des biceps, ou à faire des quadris sur des machines à quadris, tu joues, pour moi, aux apprentis sorciers et tu risques plus d'occasionner des blessures que vraiment les prévenir. Est-ce que la période de l'année où tu t'éclates le plus, finalement, c'est l'intersaison?
ou tu prends quand même beaucoup plus de plaisir à être sur le circuit? Dans la partie intersaison, ce qui me plaisait le plus, c'est quand on pouvait faire des stages. Ouais. Là, j'étais pour moi dans le cœur de mon métier, parce que je touchais et la dimension physique et la dimension psychologique, la dimension humaine. Donc j'ai pour moi une très très grande confiance dans tous les stages que j'ai pu faire, et je pense que ça m'a apporté beaucoup, et je pense que ça a apporté aux joueurs, mais pas ceux que j'organisais simplement, ceux qu'ont organisé mes collègues aussi, mais quand c'est des stages, on est dans un autre environnement, et je trouve que là, vraiment, c'est riche. Après, la phase où il y a un mélange de physique et de tennis, en général, ça se passe l'hiver, on est en salle toute la journée, honnêtement, où on est en forêt, il fait 0 degré, c'est pas la partie forcément la plus plaisante. C'est vrai qu'après le circuit, quand tu sens la préparation de la compétition et la pression de la compétition arriver, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus excitant. Tu parlais de stage au passé. Ouais, malheureusement, oui, parce que tu vois, la compétition aujourd'hui, elle continue jusqu'au. Regarde chez les filles, tu as un tournoi maintenant au mois de décembre. Les garçons, ça joue très tard. Tu as des challengers très tard. Il y a des matchs par équipe. Donc, on n'arrive plus à placer des périodes foncières comme on le faisait avant. On a beaucoup de petits groupes de 2 joueurs, un entraîneur, un joueur. Donc, on n'arrive plus à organiser des stages avec. Moi, si je te montre les photos des stages qu'on faisait en 2002, 2003, 2004, ils y sont tous, quoi. Les Jo, les Gilles, les Richard, les Bennett, les Mahut, les Assion, tous. On a fait des stages chaque année. Mais la nouvelle génération, par exemple, ils font plus de stages. Parce que c'est trop compliqué, il y a des organisations différentes. T'en as qui habitent, qui sont partis s'installer à Dubaï, d'autres en Suisse, d'autres qui s'installent, qui sont à la All-in, d'autres qui sont. Tu vois, c'est beaucoup plus éclaté que ça l'était autrefois. Donc, on a du mal à faire des stages avec les plus grands, et je le regrette, parce que je trouve que c'était un moment très fort. Pourquoi ne jamais être parti dans le privé? Écoute, c'est une bonne question. Je l'ai fait quand je suis parti dans le foot, mais en tennis, je pense que j'ai toujours apprécié d'avoir cette indépendance par rapport aux joueurs. Le fait de... Moi, ils savent que j'ai rien à gagner, entre guillemets. C'est-à-dire, quand les joueurs font demi de Grand Chelem, c'est super pour eux. Moi, je suis très heureux, mais ça change rien à ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas intéressé à leurs résultats. Donc, ils savent que moi, si je leur dis les choses et si je fais les choses avec eux, c'est que parce que j'ai envie qu'ils progressent. C'est que pour leur bien, et je vais pas privilégier à un moment donné les choses qui seraient intéressantes pour moi à court terme. C'est compliqué quand tu es entraîneur privé. À un moment donné, ton objectif, c'est quand même qu'ils gagnent rapidement et qu'ils gagnent le plus d'argent possible, entre guillemets, très vite. Ouais. Parce que c'est lui qui te paye, c'est le joueur qui te paye. C'est une relation qui est totalement différente. Moi, le joueur m'a jamais payé, donc du coup, j'ai gardé avec lui une relation qui est pour moi quand même privilégiée. Voilà, donc et puis la fédération, j'estime que aussi par mon parcours, voilà, j'étais enseignant, donc un peu la notion de service public, tu vois, je trouve que je suis assez attaché à ça. C'est pas au sens péjoratif du terme, mais au sens intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Un team player, quoi. Ouais, je sais pas, non, mais ça me convient bien. Je me sens bien dans cette logique-là. Et comment tu gères la vie de famille avec les déplacements hyper nombreux sur le circuit toute l'année? Écoute, j'ai eu aussi beaucoup de chance de ce point de vue-là, puisque j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant. Ouais. Mais je suis marié depuis 30 ans, donc j'ai réussi relativement bien à gérer ça. Écoute, ça s'est bien passé, mais je pense qu'une grande partie, c'est peut-être ma femme aussi qui a le mérite d'avoir su s'organiser alors que j'étais pas toujours là. Et puis après, écoute, les enfants, je n'ai pas toujours été là, mais quand j'étais là, j'essayais d'être à fond avec eux. Puis je pense qu'ils connaissaient, ils ressentaient la passion que j'avais pour mon métier. Donc je pense que quelque part, quand ils ressentent ça, je crois que ça compense un certain nombre d'absences. Ouais. Ça remplace pas, mais ça compense. Et quand je revenais, j'étais à fond avec eux, je faisais plein de choses avec eux, le plus possible. Mais c'est une vie particulière, ça c'est sûr. Ta femme était coach à l'INSEP aussi, c'est ça? Vous vous êtes rencontrés là-bas? Elle était joueuse de volley. Ah, excellent. C'est bon ça. Un bon goût. Et elle est professeure de PS. Pour terminer, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews, qui élargissent un petit peu le champ du tennis.
Quel est le plus gros regret relatif à ta carrière professionnelle? La plus grosse déception? Ouais, regret, déception, ce que tu mets derrière. C'était très dur la finale contre les Russes, là, quand Polo perd en menant 2-7-0. C'était une vraie tristesse par rapport à ça, parce que la Coupe Davis, on faisait un objectif. On fait toujours un objectif, hein. J'ai la chance d'être toujours avec l'équipe. Mais elle a été gagnée. Moi, j'ai jamais été dans l'aventure quand ça gagnait. J'ai vécu 2 finales. Donc c'est un regret pour moi, parce que à chaque fois, j'ai pas été dans le bon timing. Pas été dans le bon timing quand ça gagnait. On a joué les Suisses en finale, on pouvait pas dire qu'on était favoris. Les Russes, on est passé tout près. Voilà, j'ai jamais pu me retrouver avec la bonne occasion. Donc c'est forcément un regret par rapport à ça. Et puis sinon, non, j'ai pas beaucoup de regrets. Qui était l'entraîneur physique en 2010 2017 même. Non, c'était Xavier Moreau. Yannick avait fait revenir Xavier. Toi qui étais fan des stages, des préparations, tu devais adorer les semaines de préparation, semaine 10 jours avant la Coupe Davis. Fabuleux, super souvenir. Après, quel que soit le résultat, bien sûr, je parle de la déception après, mais c'est justement à la hauteur de l'investissement, de ce qu'on met dedans. J'ai des souvenirs incroyables. J'ai vécu les 2 demi-finales, par exemple, de Roland-Garros en Coupe Davis. Il n'y en a eu que 2 sur ces 20 dernières années. Contre les Américains en 2002, avant la finale, et contre les Tchèques avant la finale en 2014. Et à chaque fois, jouer par exemple à Roland-Garros une demi de Coupe Davis, c'est des souvenirs incroyables. Ça, c'est incroyable. Dans les grands souvenirs, ça, c'est incroyable. Donc les préparations de Coupe Davis, ou le Fed Cup, c'est vraiment très chouette, très très chouette. Ta plus grande fierté relative à ta carrière? D'avoir gardé la passion. La flamme, c'est bon ça. Quelle est ta définition de la richesse? Ma définition de la richesse, c'est compliqué ça. Non, mais c'est quand tous les pans de sa vie sont à peu près, on se sent bien dans sa peau. C'est ça la vraie richesse. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. C'est de garder l'équilibre, un équilibre familial, un équilibre. J'ai beaucoup d'amis que j'ai gardés et que je continue à avoir. Donc ça c'est un des piliers pour moi. L'autre pilier bien sûr c'est ma famille. Et donc, j'ai mon boulot, ma famille et les amis. Il ne manque pas grand-chose pour être riche. Tu devais t'aider aussi. Hein. Non, mais c'est les 3 piliers pour moi. C'est les 3 piliers. Juste avant, tu disais avoir réussi à garder la passion. Comment tu aurais pu la perdre finalement, cette passion? Tu sais, à un moment donné, si tu sens que tu perds la confiance des joueurs, si tu sens que physiquement ça lâche, ou si physiquement si j'avais senti l'usure du métier, de faire ça fait quand même 33 ans maintenant que je fais de l'entraînement physique. Après, moi j'ai toujours trouvé la noblesse dans la relation humaine, mais quelquefois je rigole là-dessus, mais moi je suis un lanceur de médecine, hein, je veux dire, j'ai un métier qui est un métier assez basique. Mais par contre, pouvoir le garder et pouvoir le faire avec la passion pendant longtemps, c'est pas facile. C'est beaucoup d'énergie, faut une grande motivation, donc c'est pas facile. Si j'avais senti qu'à un moment donné, j'avais plus la confiance des joueurs, ou si je sentais que les joueurs ils en pouvaient plus de me voir, j'arrêterais tout de suite, quoi. C'est ça un peu la limite aussi. Quand tu es avec les joueurs ou les joueuses, il n'y a pas de cadeau dans ce métier. Hein. Si à un moment donné, d'abord il faut toujours avoir des résultats. Donc ça c'est fatigant. On gagne pas à chaque fois et on n'a pas des résultats avec tout le monde, mais il faut en avoir régulièrement et des résultats de haut niveau. Et puis faut garder la confiance des joueurs, et pour garder la confiance, il faut se donner tous les jours. Hein. Et c'est pas facile. Qu'est-ce qui te rend heureux à la fin de la journée? Quand je suis mort. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être une meilleure personne? Bonne question, ça c'est de la philo, ça. Je sais pas, j'essaye d'écouter les autres, d'être attentif aux autres. Je pense que c'est important. De quelle manière tu te fixes des objectifs chaque année? C'est quoi ta façon à toi de fonctionner? J'essaye je vais te répondre par quelque chose auquel je suis très attaché. On m'a souvent... j'ai des entraîneurs, parfois je te citerai pas les noms, qui me disent
je suis défait, mes joueurs sont pas motivés, j'arrive pas à motiver mes joueurs. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est idiot, ce que je vais dire, mais la motivation des joueurs, il faut la chercher, quoi. C'est à nous de la chercher. Il faut trouver les clés. C'est notre métier. Notre métier, c'est de trouver tous les jours les clés pour motiver les joueurs. Après, le joueur, lui, il a sa motivation, mais les deux motivations se catalysent. Mais c'est très, très important d'aller chercher la motivation chez le joueur et d'apporter, toi, tous les ingrédients pour qu'il soit motivé. Donc, après, les objectifs, je me les fixe par rapport à ça, c'est-à-dire essayer en fonction du potentiel que je sens chez le joueur, essayer d'aller chercher des objectifs qui soient assez ambitieux. Mais je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, Clara Burel. Je m'occupe de la jeune Clara Burel. Tu vois, c'est une fille de 2001. J'ai commencé avec les 72, donc j'essaye de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et je me dis, cette fille-là, qui a été championne du monde junior, elle a été arrêtée, tu sais, pendant 9 mois, Clara. À cause de quoi? Elle s'est fait opérer du poignet en mai l'année dernière. Donc, elle a été championne du monde l'année dernière. Elle a rejoué en février, elle avait mal, donc elle a été opérée au mois de mai. Opérée du poignet à 18 ans, c'est rare. Elle a repris la compète en novembre, donc elle a été arrêtée 6 mois. Pendant 6 mois, il a fallu s'occuper d'une joueuse qui ne savait pas si elle pourrait rejouer au tennis en étant championne du monde junior. Ouais. Bon, et là, cette joueuse, elle a gagné 2 tournois, elle a gagné à 25 000, elle a fait finale 25 000. J'étais avec elle à Lyon, là, juste avant qu'il y ait le confinement, c'était le tournoi début mars. Elle perd 6-4, 6-3 sur une fille 50e mondiale. Bon, Clara, pour moi, c'est une fille, je lui avais dit, tu vois, mon objectif, elle était 800e, donc, quand on a commencé l'année, en janvier, je lui ai dit, pour moi, je pense que tu dois être à l'Open d'Australie l'année prochaine en qualif. Donc, tu dois être dans les 250 meilleures joueuses du monde. Parce que chez les filles, je sais que ça peut aller vite, et parce qu'elle est très talentueuse. Donc, à ce moment-là, tu fixes une barre très haute. Mais je m'occupe aussi d'Antoine Cornu-Chauvin, de Matteo Martino, qui galèrent un peu pour passer le cap, rentrer dans les 250 meilleurs mondiaux. Aujourd'hui, ils sont 400e. Ils ont le même objectif, c'est d'arriver 250e. Je ne vais pas leur dire d'être top 100 à la fin de l'année, parce que je sens que ce sera compliqué. Par contre, quand je m'occupais de Corentin Moutet, s'il n'était pas top 100, c'est que j'avais pas fait mon boulot, c'était pas possible. Corentin avait trop de talent pour pas être top 100 rapidement. Question subsidiaire. Si tu voulais, tu pourrais bosser jour et nuit, non-stop. Comment tu arrives à... est-ce que tu as 5 semaines de vacances par an? Et comment tu arrives à les prendre avec le nombre de tournois, plus les attentes en dehors des tournois? Comment tu gères tout ça? Tu sais, le confinement, quand il est arrivé, pour moi, ça a été presque une opportunité. J'avais pris mes vacances en juillet, j'avais pris 2 jours à Noël, et j'avais pris 2 jours en février. Donc, en fait, j'étais à 4 jours de vacances. Mais comme ensuite, il y avait Indian Wells, Miami, la Fed Cup, Madrid, Rome, Roland, Wimbledon et les Jeux Olympiques, mes prochaines vacances, elles étaient en août. Donc, en fait, sur un an, ça faisait 4 jours. Donc, mais parce que je savais que c'était une année de dingue avec les Jeux. Ouais. Le reste du temps, j'essaye quand même de prendre quelques journées. Là, c'est pour te montrer qu'il y a des moments où on est sur une autre planète. Et puis, par contre, en général, moi, ce que j'essaye de faire, je prends 15 jours, voire 3 semaines, si je peux, en juillet, pour aller sur la côte atlantique. Ça, c'est comme ça que je me refais. Je vais dans ma région, on va au bord de la mer, je retrouve les amis, on est en famille, on loue une petite maison chaque année à peu près au même endroit, et je vais toujours près de La Rochelle, chaque année au mois de juillet. Et là, ça me ressource. Très bon, ça. Quel est le plat que tu cuisines le mieux? Les crêpes. J'ai fait un épisode avec Paul-Henri Mathieu qui m'a dit putain, c'est les crêpes que je fais le mieux, mais je vais quand même pas répondre ça. Toi, c'est clair et net. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie? Écoute, il y en a plusieurs. Je me passionne d'économie aussi, de géopolitique. Donc, j'avais lu un livre de Philippe de Sertine qui s'appelait La décompression. Mais là, je viens de lire un livre qui m'a bouleversé. Roquefort, le nom de l'auteur, je ne sais plus son prénom, et ça s'appelle Sous le velours les Chines. Je vais te montrer la couverture. C'est un truc. Tu me laisses 30 secondes? Ouais, bien sûr. 30 pour que tu aies le titre. 30 secondes, j'arrive. Qu'est-ce que t'en as? Quel a été le message qui t'a particulièrement touché? C'est l'histoire d'une femme pendant la résistance. Ok. Très bien. À découvrir. Respect énorme. C'est très bien écrit. Et putain,
On n'est pas grand-chose quand même. Hein. Non, c'est très très impressionnant. Une superbe histoire. Vraiment un super bouquin. Non, dans les livres, sinon, je pensais à un autre livre qui m'avait marqué, mais ça s'appelle Le Monde à l'envers. Ouais. C'est Philippe Monet. Tu connais Philippe Monet peut-être? C'est un gars qui a fait de la voile, qui a été aussi copilote sur le Dakar. Et il raconte Le Monde à l'envers. En fait, il raconte son tour du monde en solitaire contre les courants et les vents. C'est-à-dire qu'il a fait le tour du monde, mais à l'envers. Donc en fait, il raconte comment il survit dans les 50e, il est au milieu des icebergs. Il raconte le truc, tu pousses l'humain dans ses retranchements. J'ai toujours été passionné par les films de voile et les livres de voile et les livres de montagne. Je sais pas si tu as lu un peu des livres sur l'Everest et tout ça. J'ai lu Mike Horn, Mon Everest, un truc comme ça. Les livres sur la montagne, tu te dis, mais c'est des gens en termes de résistance, en termes de qualité mentale, et d'intelligence. Enfin, c'est impressionnant. Les marins, c'est pareil. Ils sont seuls en mer. Il faut diriger un bateau. Moi, j'ai un énorme respect pour ces gens-là. Incroyable. Et un film référence? Il était une fois en Amérique. Tu connais? Non. Pas encore. 3h10 de film. C'est un film de Sergio Leone. Ça date un peu. Mais c'est une fresque de l'Amérique au moment de la pègre jusqu'à truc. Avec De Niro, c'est un monument du cinéma. Si tu peux voir ça, Il était une fois en Amérique. Tu l'as sur Canal, hein, mais Il était une fois en Amérique, c'est un monument. La musique, elle est incroyable. Ennio Morricone. Bon, sinon, je suis un fan des Tontons Flingueurs et compagnie. Le concert qui t'a le plus marqué? Écoute, j'ai eu la chance de voir U2 au château de Vincennes, avec en première partie les Pogues et UB40. Donc ça, c'était sympa. Et puis j'ai vu Coldplay au Stade de France. Bref. 2012, c'était très bon. Ouais. Est-ce que tu pratiques la méditation? Non. T'as pas un avis là-dessus, corrélé entre méditation et performance mentale, physique, globale? J'ai une sœur qui en fait beaucoup. On a un spécialiste de la méditation qui est arrivé à la fédération, c'est Christophe Bernel, qui est maintenant qui est psychiatre, qui est un ancien joueur et qui est aujourd'hui chargé du mental à la fédération. Il fait beaucoup de méditation. Okay. Je serais plus à la limite attiré par le yoga que par la méditation. Ouais, je trouve que le yoga peut amener quelque chose. D'accord. Yannick nous en avait fait faire à un moment donné. Je trouve que c'était un mélange de posture et de contrôle de la respiration. Je trouve que c'est assez intéressant pour le tennis. La méditation, je sais que Djoko en fait, je sais qu'un certain nombre de joueurs en font. À titre perso, j'en fais pas, mais bon, je médite quand je suis dans la forêt, mais non, je suis pas là-dessus. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien? Pas facile, hein. Non, quand Nico Mahut avait perdu, tu sais, contre Isner, je l'ai emmené au pied du central de Wimbledon. Et au pied du central de Wimbledon, juste avant de rentrer sur le court, tu as le poème de Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Tu sais, tu peux accepter victoire et défaite, etc. Et ça se termine, tu seras un homme, mon fils. Tu connais ça. Et je trouvais que ça, c'est pas mal. Enfin bon, mais c'est pas une citation. Si, en citation, et celui qui pour moi est une référence aussi, c'est Nelson Mandela. Ouais. Alors tu parlais de livre tout à l'heure, ce serait le deuxième pour moi. Ça s'appelle Un long chemin vers la liberté. C'est le livre qui raconte toute la vie de Nelson Mandela. Ouais. Il paraît que c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir ici sur ce podcast pour parler du circuit professionnel de tennis et que tu pourrais nous aider à avoir? Et que vous n'avez pas eu, je sais pas, qui pourrait parler du circuit, un entraîneur ou un joueur? Quelqu'un où tu te dis, ça serait super intéressant, ça peut être entraîneur, joueur, même plus large. Oh, maintenant, il est à la retraite, donc je pense que ce serait un peu moins pertinent, mais le personnage qui était exceptionnel, c'était Georges Goven. Ouais. Parce que Georges, c'est une encyclopédie du tennis. Guillaume Marc, ce serait un super mec à avoir aussi, son expérience. Mais tu le connais pas, toi. C'est le deuxième entraîneur de Félix Auger-Aliassime et c'est l'entraîneur de Coupe Davis du Canada. Tu sais, pour Félix, il a deux entraîneurs, il travaille en alternance. Et ce sont deux entraîneurs français. Non, celui qui pourrait te parler du truc aussi, c'est Luigi Borfiga, mais
Je vais t'expliquer. Borfiga, c'est celui qui a formé à l'INSEP Gaël, Jo, Gilles, et qui est devenu le directeur technique de Tennis Canada. Et la réussite de Shapovalov, de Félix Auger-Aliassime, de Andreescu, une réussite totale. Ça fait 10 ans maintenant qu'il est chargé de Tennis Canada. Ok. Luigi, qui est la référence pour Mahut, pour Benetto, pour Tsonga, pour Simon. Ces joueurs-là, ils ont beaucoup d'estime pour lui. C'est grâce à lui qu'ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. D'accord. Ah ouais, ce serait top. Ce serait génial. Ouais, trop bien. Merci beaucoup, Paul. Ouais, à bientôt. Salut. Merci au tout meilleur d'être resté avec Paul Quétin et moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses autour du circuit professionnel. Dans le but de vous apporter encore plus de valeur chaque semaine, on a mis en place un rapide questionnaire qui est en lien dans la description. Il prend 4 minutes à remplir et on enverra un petit cadeau par tirage au sort aux légendes qui ont bien voulu nous répondre, toujours dans le but de vous régaler. Vous pouvez aussi devenir une légende dans notre cœur, comme Thomas, Eric, Jérôme, Simon ou encore Lolo, et désolé pour tous les autres, mais vous avez des pseudos trop créatifs, en nous mettant un commentaire sympa et 5 étoiles, comme Thomas justement qui nous dit « Une masterclass comme d'habitude, la recette paraît simple mais nécessite des ingrédients d'une qualité extraordinaire. Un journaliste qui a ce don rare de mettre les invités à l'aise dès la première seconde, et des invités, Mansour Balrami en l'occurrence, qui se livre entièrement. Merci de nous faire partager ces moments précieux, et bien surtout merci à toi de nous motiver à continuer chaque semaine. Un énorme merci aux tipeurs aussi, qui nous soutiennent via la plateforme Tipeee, parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte si tu veux nous aider, entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion. Chaque épisode représente environ 10 heures de travail, tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine, à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Par avance, un grand merci pour votre coup de pouce sur le sondage, pour vos commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. À mardi prochain les légendes, prenez soin de vous et bon entraînement physique à tous. Ciao.